RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end, à la fois sur RMC le dimanche matin, à la radio, en podcast sur rmc.fr bien sûr, en audio, et puis en vidéo sur 01 TV, sur tous les canaux, sur YouTube, sur 01tv.com, et bien évidemment sur la chaîne, sur les box, 24 heures sur 24. Merci en tous les cas, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. On va maintenant s'intéresser à une vraie pépite française, et voilà, de temps en temps, quand on a de bons Français, de bonnes industries françaises et puis surtout un bon savoir-faire à la française, il faut le clamer, il faut le crier haut et fort. Et c'est le cas de Divacor. Vous connaissez sans doute, si vous êtes un fan de son et de techno, cette marque, mais peut-être que vous ne la connaissez pas si vous n'êtes pas un aficionado de tout ça. C'est pour ça qu'on va prendre quelques minutes pour vous la présenter. Et je suis très heureux de recevoir David Grasso. Bonjour David. Bonjour François. Enchanté. Alors, écoutez David, je suis ravi de vous recevoir. Oui. David, vous êtes le fondateur de Divacor, donc une société qui s'installe petit à petit, un peu dans le paysage du son, de l'audio, à la fois en France mais aussi à l'étranger. On a des pépites françaises en matière de son. On a De Vialet, on a Cabas, on en a d'autres aussi, j'en oublie d'autres, mais Focal bien évidemment, etc. Mais on a aussi Divacor, avec peut-être chez Divacor cette volonté d'être beaucoup plus tech, c'est-à-dire que vous vous inspirez peut-être plus de la connectivité d'aujourd'hui. On va rentrer dans les détails dans un instant, mais est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Divacor, depuis quand vous existez, ce que vous faites vraiment? Ok, merci pour ton introduction déjà. Donc Divacor a été créé en 2011. À la base, c'est un projet, c'est une bande d'amis fans de musique dans différents styles, que ce soit techno, électronique et puis même hard rock pour ma part. Donc c'est un mélange d'influences. Au départ, c'est des fans de musique. C'est des fans de musique, potes de lycée, qui ont chacun eu une carrière professionnelle pendant une dizaine d'années dans divers domaines. Et après, on a regroupé nos talents ou connaissances, on va dire, et c'est de fonder Divacor en 2011. Le focus, l'objectif, c'était vraiment de faire l'audio sans fil pour se démarquer des marques dont tu as parlé précédemment, parce qu'on a vraiment des gros leaders français en audio et reconnus dans le monde entier. Bien sûr. Mais l'audio sans fil, en 2011, il y avait quasiment personne. On a été les premiers. On a commencé avec une gamme d'enceintes sans fil. Après, on a rapidement évolué vers des casques sans fil, maintenant des écouteurs sans fil, parce que c'est la tendance. Évidemment, le sans-fil. Et dès le départ, vous avez pris le parti du sans-fil, alors qu'il y a plein de marques qui ont mis du temps avant de se lancer là-dedans. Je prends par exemple le cas de Bose. Bose a mis énormément de temps avant de se lancer dans le Bluetooth, par exemple. J'adore cette petite anecdote, mais une chose qui me fait sourire, c'est de se dire que Divacor a commencé en 2011 en audio sans fil. Apple a commencé en 2014 au moment de rachat de Beats. On a 3 ans d'antériorité sur la catégorie de produits. Mais comment parce que c'est bien sympa, des copains qui sont fans de musique, qui se disent « Ok, allez, vous savez quoi les gars, on va révolutionner l'audio sans fil ». Mais c'est compliqué, non? Il faut quand même de l'ingénierie pour fabriquer tout ça. Alors évidemment, vous fabriquez en Chine, vous allez nous expliquer comment ça se passe, mais malgré tout, ce sont des produits conçus par Divacor. Alors voilà, on conçoit intégralement les produits, toute l'ingénierie, l'acoustique, etc. Tout le cahier des charges est déterminé en France. C'est ici que viennent les idées en réalité. Et après, effectivement, l'assemblage termine en Asie. Pourquoi on s'est mis sur l'audio sans fil en 2011? En réalité, c'est vrai que c'était un peu à contre-courant. À l'époque, on aimait bien encore les gros fils. Nous, on était tous musiciens, donc c'est vrai que le filaire avait le vent en poupe. On n'avait pas des débits encore exceptionnels en sans fil. Mais malgré tout, on sentait un virage qui s'amorçait avec, c'est vrai, on avait des casques, on a vu des casques qui allaient s'adapter aux smartphones, aux tablettes, aux ordinateurs portables qui devenaient de plus en plus fins. Très bien. Juste, alors, un petit aspect technique. Quelques centimètres, parce que en fait, David, comme est un spécialiste de l'audio, il parle très près du micro. Mais nous, notre particularité, c'est d'être un petit peu reculé pour que ça marche mieux. La distance, ça me va bien. Parfait. Comment on fabrique ces produits en fait? Comment, quand on part d'une feuille blanche et qu'on se dit tiens, on va lancer des enceintes Bluetooth, parce que vous avez commencé par des petites enceintes Bluetooth, je me souviens. Des enceintes qui ont été primées à maintes reprises d'ailleurs. C'est vrai qu'avec Toulouse, on a remporté pas mal de prix et de awards parce qu'il y avait une autonomie phénoménale. En fait, à chaque fois, on arrive dans une catégorie de l'audio et on essaye d'améliorer certaines caractéristiques. Nous, on est très focalisé sur l'usage. Donc, c'est vrai que l'autonomie, la connectivité, la qualité sonore vont être primordiales pour nous. Avec un excellent rapport qualité-prix, on va en parler. Là, vous sortez les Antipods qui sont vos AirPods en quelque sorte. Voilà, alors c'est le domaine de la catégorie 100% sans fil. Il y a un leader incontesté, effectivement, c'est
Apple avec les AirPods, mais qui offre de la magie uniquement dans l'environnement iOS. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait apporter une petite touche supplémentaire. Alors quand vous dites magie, je vous coupe, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, cette magie, ça veut dire qu'on sort la boîte de son carton, on ouvre les AirPods, et si on a un iPhone à côté, automatiquement, les deux se connectent. Enfin, il y a une espèce de fluidité dans l'ergonomie qui est propre à Apple et qui est quand même assez, comme vous le disiez, magique. Voilà, c'est ça, on peut vraiment dire que c'est magique à utiliser parce qu'effectivement, on les sort du boîtier, ils se connectent automatiquement. Vous les enlevez de vos oreilles, ils se déconnectent. Vous les remettez sur les oreilles, vous avez de nouveau la musique qui se met en route. Vous pouvez avoir le contrôle vocal sur Siri également, qui sont des côtés magiques à activer sans avoir besoin de le toucher. Là, on va proposer toutes ces fonctionnalités pour la première fois sur Android. Je suis assez fier de dire qu'une société française a réussi à activer les commandes vocales sur Android et iOS en main libre, comme on dit. Et ça, c'est une vraie première mondiale. Alors, pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que le main libre existait avant sur vos produits. Tout à fait. Là, sur nos nouveauté, produits, nos concurrents aussi, on peut activer effectivement les commandes vocales, mais à chaque fois, on devait interagir avec sur l'environnement Android. On devait appuyer sur l'écouteur, ce qui n'était pas très pratique. Pour lancer, en fait, pour lancer la commande vocale, pour activer la commande vocale, on était obligé d'appuyer sur l'écouteur. Alors que ou là, sur le maintenant, téléphone. comment ça fonctionne? C'est simplement par la voix? Et maintenant, effectivement, on a la voix qui est activée en permanence avec, il y a un petit procédé technique qui permet de détecter dès que vous allez évoquer OK Google ou Hi Siri, et vous allez pouvoir activer les commandes vocales sans avoir besoin de le toucher, ce qui fait qu'à l'usage, c'est beaucoup plus pratique encore. Donc il détecte les deux, en fait. Il détecte les deux, c'est la prouesse, et c'est pourquoi on est assez fiers de lancer Antipods 2. Oui, d'accord. Pas Alexa. Alexa, non, on doit encore appuyer dessus pour contrôler sur Alexa. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes protocoles exactement, et c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait se focaliser sur l'ensemble du marché. Apple, avec l'environnement iOS, adresse 20-25% du marché environ. Avec Android et iOS, on arrive à plus de 90% du marché, c'est ce qui nous intéressait. Alexa est encore confidentiel, à part pour les commandes réellement de produits directement sur l'environnement Alexa, ou les commandes à la maison, bien sûr. David Grasso, Divacor est à Metz. Oui. Et toujours à Metz. Et fier d'être à Metz. Ça représente combien d'employés aujourd'hui Divacor? Ça dépend. On a différents modes de calcul. Si on parle en interne, la core team Divacor, on est 5 à 10 personnes en interne dans la société Divacor. Qui fabriquent, en fait, c'est ça. Fabriquons et concevons surtout, en fait. C'est le cerveau de Divacor. Voilà, c'est de là que viennent les idées. Après, on a toujours les 5 ou 10 mêmes personnes qui gravitent autour de notre entreprise aussi, qui sont des partenaires plutôt localement, donc dans l'est de la France, mais on en a un peu sur toute la région, sur toute la France. Et après, effectivement, la production se passe en Asie, mais il y a uniquement la production qui se passe en Asie. D'accord. Un mot sur votre volonté d'avoir la meilleure qualité audio possible. Aujourd'hui, la qualité audio, c'est compliqué, parce qu'il y a vraiment des acteurs qui sont excellents. Je parlais de Bose, mais il y a JBL. Les AirPods sont plutôt de bonne qualité, etc. Comment se distinguer et comment avez-vous trouvé l'ingénierie pour avoir, à votre sens, le meilleur son? Je pense que déjà on agit en tant que qualité d'expert. Il n'y a pas uniquement des fabricants d'audio purs qui sont dans le domaine. Nous, ça fait 11 ans qu'on fait uniquement de l'audio sans fil. Ça fait la 4e génération qu'on fait d'écouteurs 100% sans fil. Donc on ne vient pas par opportunité dans ce marché. Par rapport aux leaders, je trouve ça bien parce que c'est stimulant d'avoir d'excellents leaders et des marques reconnues dans le domaine. Et c'est ce qui nous permet d'aller sur les points qui n'ont pas encore été améliorés. À l'heure actuelle, chaque marque a un peu son secret de fabrication pour proposer une bonne qualité sonore. Nous, on a été sur un domaine un peu différent des autres, en amplifiant le son avec un DAC intégré. Donc, on a un Oui. On explique ce que c'est le DAC pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un convertisseur analogique, en gros, qui permet d'amplifier le son avant le haut-parleur à proprement parler. Forcément, dans n'importe quelle chaîne sonore, dès qu'on a un ampli avant un écouteur, on améliore la qualité sonore. Et sans altérer trop non plus les performances en termes d'autonomie. Donc c'était vraiment l'enjeu. Et là-dessus, je crois qu'on a réussi une belle prouesse. J'ai hâte d'avoir les prochains tests qui vont venir. Quand est-ce que sortent ces nouveaux produits, David ? On avait prévu ça entre mars et avril. Là, avec les événements récents en Asie, on sera entre avril et mai, parce qu'on va faire un contrôle accru de la qualité des produits et pour voir si tout est aux normes, etc. Alors justement, vous fabriquez vos produits en Chine. En ce moment, c'est compliqué avec le coronavirus. C'est ça, on est obligé de... Comment ça se passe concrètement? Vous qui êtes aujourd'hui donc
meneur d'ordre en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez conçu vos produits, le design, etc. Vous dites à vos partenaires chinois, fabriquez-le-moi. Qu'est-ce qu'on vous dit actuellement ? À l'heure actuelle, alors si on parle directement avec une usine chinoise, elle va vous dire qu'elle peut vous le fabriquer immédiatement, mais en fait, par prudence, ils sont obligés d'obtenir des certificats pour savoir qu'il n'y a pas le coronavirus qui s'est répandu dans une société ou une société partenaire avec laquelle ils travaillent, parce qu'il y a différents composants, donc on doit vérifier toute la chaîne. Et c'est en ça où ça prend un peu plus de temps. Maintenant, ils sont en train de lever tous ces freins, et c'est vrai que les usines ne sont pas à même de pouvoir travailler en Asie à l'heure actuelle si elles n'ont pas un certificat délivré par leurs autorités avant de pouvoir reprendre le travail. D'accord, donc cette urgence sanitaire va avoir des conséquences sur les délais de livraison, en fait, à votre avis, les délais de fabrication de vos produits ? Oui, on l'a déjà vu, Mobile World Congress qui a été annulé récemment. Là, on avait d'autres sorties de produits dans d'autres catégories que vous connaissez également. Il y a pas mal de produits qui sont décalés d'un mois ou deux. Certainement que les produits sont prêts comme les nôtres. Maintenant, on préfère contrôler tout de A à Z avant d'amener n'importe quoi en Europe et dans le monde. On parle de vous, mais en fait, c'est toute l'industrie de la high-tech qui est paralysée actuellement avec ce coronavirus. C'est vrai qu'on est tous très attentifs et on préfère décaler les sorties produits de quelques mois avant de voir si ça stabilise et comment ça évolue. Il faut être quand même prudent. Le vieil adage science sans conscience bien sûr, a vraiment lieu d'être dans ce cas-là. David Grasso, un mot sur ce produit, donc le Antipodes, qui va sortir avec un peu de retard, mais il va sortir. Sa concurrence, on est d'accord, très ouvertement, ces produits, en fait, ces petits écouteurs sans fil intra-auriculaires, d'accord, donc les AirPods Pro, peut-être pas les AirPods Pro, parce que je crois pas qu'il y ait à l'intérieur de la réduction de bruit véritable. Non, on n'est pas sur la... Oui, tout à fait. Mais, et donc tous les autres, par exemple les nouveaux, les Galaxy Buds, enfin de Samsung, etc. Moi, je pense plus effectivement à concurrencer des AirPods classiques, des Galaxy Buds, même on va prendre les Power Beats Pro qui sont des modèles sport parce qu'on est également certifié IPX4, on a un maintien parfait dans les oreilles, donc en fait on voulait avoir un produit qui soit à la fois lifestyle, sport, mais également proposer une excellente qualité sonore. Donc on va être, si vous regardez bien le marché précisément, c'est vrai qu'il y a quelques modèles à réduction de bruit active, mais au final ils représentent peut-être 5 à 10% du marché et plutôt des produits à plus de 200 €. Comme vous l'aviez dit, nous ce qui est important c'est de proposer un produit à un rapport qualité-prix aussi compétitif. Et derrière, on lève aussi certains freins qui pouvaient y avoir avec les réductions de bruit actif, qui a ses avantages, mais qu'on a compensé par exemple, des embouts à mémoire de forme et de la réduction de bruit passive. Ce qui fait qu'on obtient C'est-à-dire que vous, avec la réduction de bruit passive, compense en fait le manque d'électronique pour avoir de la réduction active. Non, on va dire, je vais vulgariser ça. Réduction de bruit passif, ça vous aide surtout pour la captation sonore quand vous parlez avec le micro. C'est surtout à ce niveau-là que ça va influer. Après, pour la réduction de bruit active, on a quelques filtres dedans, mais peut-être pas aussi poussé que la réduction de bruit active, comme AirPods 2. Mais par contre, on a un système d'embout à mémoire de forme, que vous voyez peut-être ici, qui épouse parfaitement votre conduit auditif et votre canal auditif. Ça veut dire... Mais en fait, il y a ça aussi sur les AirPods, non ? Non, on a des embouts classiques sur les AirPods. On a pas du tout ce type d'embout. Ça, c'est des embouts professionnels. Vous trouvez ça que sur du Shure, des produits à 500 ou 1000 €. Ah oui, c'est des trucs à mémoire de forme, en fait. C'est ça, enfin, mémoire de forme. Pour vous l'expliquer, en fait, c'est comme un oreiller à mémoire de forme. Quand vous mettez votre tête dessus, il prend la forme de votre tête et après, il reprend sa forme initiale. Là, c'est pareil. Vous allez le mettre dans votre conduit auditif. Il va parfaitement s'adapter, du coup, à votre conduit auditif et reprendre ensuite sa forme originale. Le gros avantage, c'est qu'il vous coupe des bruits environnants, un peu comme le ferait la réduction de bruit active, mais avec un traitement électronique du signal. Et par contre, ce qui va être intéressant, c'est de couper les vents, ce que ne permet pas la réduction de bruit active. Et on s'est rendu compte à l'usage, parce qu'on est très focus usage, que dans des domaines sportifs, quand on est en train de faire du jogging, du vélo, des choses comme ça, le vent peut être un peu perturbant parfois. Et là, on répond vraiment avec une belle solution avec les embouts à mémoire de forme. Est-ce qu'on peut avoir une vraie qualité en main libre avec ce type d'appareil ? Parce qu'on le voit, et moi je suis toujours estomaqué par le fait de me dire, j'ai un truc dans l'oreille, c'est quand même loin de ma bouche, et malgré tout, vous allez arriver à capter ma voix. On voit d'ailleurs qu'il y en a certains qui ne marchent pas très très bien parce que la voix est éloignée quand même en fait, de l'appareil. On voit que les AirPods, avec peut-être leur petite barre qui descend, se rapprochent de quelques centimètres de la voix. Est-ce que c'est un défi technologique aujourd'hui de bien capter la voix avec ce type de produit ?
Alors, ça a été un défi au début dans les premières générations. Après, on a bien sûr analysé ce que faisaient nos concurrents. Vous citez Apple, qui est pas mal en captation sonore, c'est sûr. Maintenant, on a remarqué quand même qu'ils ont raccourci le nez qui dépassait sur le modèle AirPods Pro, parce que le micro déporté n'a pas vraiment de valeur ajoutée pour la captation sonore. C'est vraiment l'électronique embarquée, le traitement du signal qui va faire la différence. Je pense qu'un leader dans ce domaine, c'était Jabra, par exemple, qui faisait ça très bien sans avoir un micro déporté. On s'est inspiré de ce qu'ont fait les meilleurs encore une fois. Là, je vous dis, on a un traitement signal particulier. Et comme on s'est focalisé sur le fait d'avoir les commandes en main libre, les commandes vocales, effectivement, le micro est de très bonne qualité. Vous vous adressez aux mélomanes. Oui. Est-ce que la technologie sans fil aujourd'hui est compatible avec les exigences que s'entendra d'avoir les mélomanes? Parce qu'on c'est vrai qu'il y a le débat, hein, avec un fil, le son est meilleur, le Bluetooth dénature le son, etc. Est-ce que c'est comment dire, une problématique que vous surveillez, ça, auprès de vos consommateurs? De très près, je vous dis, j'ai été musicien, guitariste. Pour nous, on jurait que par le fil, des gros câbles, etc. Là, ça fait une dizaine d'années qu'on est dans l'audio sans fil. La qualité a vraiment évolué de manière considérable. Je pense que les audiophiles peuvent s'y retrouver quasiment dans tous les produits True Wireless de bonne qualité qui vont être sur le marché. C'est dû à quoi, ça? C'est aux évolutions du Bluetooth? C'est quoi, en fait? Quelles ont été les clés de l'amélioration du son en fait, un des problèmes majeurs qu'il y avait au départ dans l'audio sans fil, c'était la transmission du signal. En fait, c'est comme si on avait un petit chemin de campagne pour amener votre signal sonore. Maintenant, les bandes passantes sont plus larges, donc on arrive à avoir une bande passante plus large pour faire passer le signal audio, donc forcément, ça améliore la qualité. Et sur le dernier modèle qu'on propose, c'est un peu une fierté, on a 2 signaux distincts qui partent chacun vers vos oreilles, ce qui fait qu'on a une stabilité du signal qui est encore accrue, et forcément une restitution sonore qui est un peu meilleure. C'est quoi le débit là en Bluetooth aujourd'hui avec ce type d'appareil? Ça va dépendre en fait des codecs qu'on utilise, parce qu'on a 2 codecs principaux, c'est SBC et AAC. Donc là, ça va être un peu technique si on parle vraiment des valeurs en débit. En plus, tout dépend du téléphone en fait, c'est ça? Ça dépend surtout. Là, nous, on a fait un choix vraiment sur un débit sur Android en connexion SBC et AAC aussi pour les utilisateurs Apple. C'est vrai que je pense que tous les usages maintenant sont permis en audio sans fil, à part peut-être une restriction encore sur le gaming. Je pense que la latence, pour certains gamers et certains types de jeux, les FPS, etc., peut être encore rédhibitoire pour l'usage vraiment gaming pur. D'ailleurs, on s'en souvient avec les premiers casques Bluetooth, on avait un décalage quand on regardait une série, par exemple. Ouais, tout à fait. Puis après, ce décalage a été corrigé. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que quand on a besoin évidemment d'une faible latence, le Bluetooth n'est pas l'idéal. Et donc, on arrive aujourd'hui à avoir une qualité hi-fi avec ce type de produit. Là, c'est vraiment notre objectif, et c'est en ça où je vous dis, on a grandement amélioré notre texture sonore. Pourquoi? Avec cette histoire d'ampli et d'écouteurs. D'accord, c'est ça. Ça va changer le tout. C'est comme écouter simplement un son qui sort directement sur des enceintes, et si vous passez par un bon ampli au préalable, normalement, vous allez avoir une qualité sonore bien différente. David Grasso, comment vont évoluer tous ces petits outils que l'on utilise au quotidien? On le voit, il y a encore quelques années, on n'imaginait même pas avoir en fait deux petits écouteurs comme ça, sans fil, qui allaient discuter entre eux, etc. Voilà, le Bluetooth, il y a encore 10 ans, c'était un truc incroyable. Comment voyez-vous évoluer en fait ce marché et l'innovation technologique dans le son? Je vous dis, on a la chance avec Divacor d'être parmi les leaders dans ce domaine en sans fil et 100% sans fil. Je pense que l'évolution va être phénoménale. Si on s'attache à regarder un petit peu les statistiques, les prévisions attendues, on attend 2024 ou 2025 une croissance en 5 ans qui serait similaire à celle qu'on a connue pour les téléphones portables il y a 10 ou 15 ans. Pour tout ce qui est audio sans fil. Alors non, vraiment la catégorie écouteurs 100% sans fil, ça va représenter 80% du marché en 2024-2025. On verra presque plus de casques arceaux, tour de cou, etc. Mais parce que l'usage est simplifié, on peut les ranger facilement. Maintenant, le son est de bonne qualité, la connectivité est bonne. Tous ceux qui l'ont utilisé n'en reviennent pas parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Si maintenant on arrive à avoir les commandes vocales en plus, c'est un mieux. Et les perspectives d'évolution sont grandes. Donc, vous me parliez de perspectives d'évolution. Il y a 2 choses majeures qui vont permettre de faire croître la catégorie, je pense. La première, ça va être la traduction instantanée. C'est un gros enjeu. Tout le monde parle de Android, iOS, etc., enfin Google qui peut gérer ça directement en traduction. Beaucoup pensent qu'à l'avenir,
la traduction instantanée peut passer en étant intégrée directement dans les écouteurs. C'est un des gros enjeux. C'est-à-dire que j'aurai un interprète dans les oreilles. D'accord, je pars au Japon, je dis une phrase où j'entends quelqu'un qui parle, par exemple en japonais, j'aurai la traduction en temps réel dans les oreilles. Si on peut, plus ou moins. Si on imagine que vous partez dans tel ou tel pays, à l'heure actuelle, vous pouvez avoir la traduction, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas s'affranchir de la connectivité. Vous ne pouvez pas avoir la traduction instantanée si vous êtes au milieu de la Chine, si vous n'avez pas de réseau. Si vous avez un réseau, il n'y a pas de problème. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'embarquer ça peut-être dans les écouteurs. Donc si on arrive... toute la mémoire des langues dans les écouteurs? Par exemple, vous partez dans un pays, vous intégrez la langue dans l'écouteur en termes de mémoire. En dur, donc j'aurais plus besoin de... Donc avec une petite carte SD, enfin quel que soit le support mémoire. Parce qu'une carte SD, je ne suis pas sûr que ça rentre dans votre truc. C'est un petit peu gros, effectivement. Mais effectivement, si on a un petit peu de mémoire dedans, on va pouvoir embarquer tout un langage et peut-être échanger avec la personne avec qui on parle l'autre oreillette. Pour avoir une traduction instantanée. Pour avoir les traductions dans les deux sens en instantané. Donc c'est une évolution auquel beaucoup de gens croient. Vous y croyez et ça va arriver, ça? Énormément, parce qu'on s'affranchit justement des différents systèmes Android, iOS, demain celui de Huawei, etc. On pourrait tout avoir en commun, donc ça serait beaucoup plus simple à traiter en réalité. Le deuxième axe qui me paraît très important aussi, c'est les déficients auditifs. Pour l'instant, moi par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes de vue, mais depuis longtemps, ils traitent ça avec des lentilles, avec des lunettes, et c'est devenu une habitude, et c'est même joli et design, et ça plaît à certaines personnes. Pour les prothèses auditives, c'est un gros problème, parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être 15 à 20% des gens qui se soignent réellement quand ils ont des problèmes auditifs, alors qu'en réalité, beaucoup plus de monde en aurait besoin. Maintenant que ces écouteurs deviennent de plus en plus tendance, qu'on arrive à amplifier le son qu'on va avoir environnant et travailler sur différentes fréquences, on va pouvoir recalibrer en fonction de votre oreille les fréquences que vous n'entendiez pas et les rendre perceptibles dans un appareil qui reste design. Donc on sortira de la catégorie prothèse, on va dire, qui fait un petit peu peur à utiliser, pour un produit qui devient lifestyle. Donc c'est deux gros secteurs qui peuvent être très porteurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer demain avoir ces appareils tout le temps sur nous. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont aujourd'hui discrets. Enfin, les prothèses auditives sont plutôt discrètes. Pour certains, on ne les voit pas. Alors que là, on voit qu'on a ça. Mais comme c'est un élément de lifestyle un peu différenciant, ça serait pas gênant, c'est ça, de les avoir tout le temps. Quand ça vient. Et d'ailleurs, on le voit, les jeunes aujourd'hui ont des AirPods tout le temps, quasiment sur eux. Exactement, c'est dingue, un phénomène de société. Et puis l'intérêt, c'est que ça va faire baisser le prix de ces prothèses auditives qui coûtent pour certaines plusieurs milliers d'euros. Donc ça va être aussi, en fait, le marché va complètement changer là-dessus. Je pense qu'il y a un énorme changement qui va se passer à ce niveau-là, et peut-être après, par évolution, on verra, mais pour les gens qui travaillent dans les usines, dans des environnements bruyants, etc., il y a des solutions qui vont être adaptées à partir de ça, c'est certain. David Grasso, on parle beaucoup de la 5G, qui va révolutionner notre connectivité, etc., dans tous les domaines, que ce soit pour le particulier avec des débits plus importants, mais aussi pour on va dire les industries, pour les professionnels. Est-ce que vous, Divacor, la 5G, ça a un sens? Enfin, c'est quelque chose que vous surveillez et qui peut peut-être vous apporter des choses. Alors, la technologie, c'est toujours pareil, c'est par rebond. La 5G, ça va modifier quoi? Transmission des vidéos qui va être plus rapide, transmission des jeux vidéo qui va être plus rapide, la musique, c'est la même chose, les podcasts, etc. Tout ce que les gens utilisent sur un téléphone. Tout ce que ces personnes utilisent sur un téléphone, on se rend compte qu'il y a de l'image et de l'audio. Donc forcément, si on démocratise les usages, ça va le pousser davantage. Je pense que le gros enjeu actuellement avec la 5G, alors peut-être au niveau écologique c'est problématique, mais par contre c'est vrai qu'au niveau des jeux vidéo et utilisateurs de jeux vidéo, ça va vraiment démocratiser le jeu vidéo. Je viens un peu de ce domaine, je pense que ça va être un vrai virage à ce niveau. Mais pour vous finalement ça n'a pas trop d'incidence sur votre business? Énormément, parce que jusque-là les gamers n'allaient pas trop sur ce type de produit. Maintenant que les latences baissent, la connectivité est bonne, ils vont abandonner petit à petit les ordinateurs, les consoles de salon pour aller sur des solutions portables, sur des smartphones comme ça, et ça va encore faire croître le marché, parce que ces produits sont des produits connectés à ces appareils. Pour vous, le vaisseau amiral, c'est le smartphone, on le voit bien, à chaque fois vous me parlez de smartphone, mais est-ce qu'on peut demain imaginer que vos produits se connectent à d'autres appareils, par exemple des montres, par exemple des bracelets, je sais pas, ou peut-être... Vous pensez, vous réfléchissez à ça aussi ou pas?
Oui, tout à fait. C'est vrai que je cite le smartphone parce que c'est le plus connu, mais que ce soit smartphone, tablette, les montres connectées, les bracelets, on peut se connecter à tout ce qui a une source en Bluetooth en réalité. Donc, et même un ordinateur à la maison, etc. Dès lors qu'on a une source en Bluetooth, on va pouvoir se connecter à ces appareils. Donc, mais c'est vrai que la catégorie reine reste le smartphone. On verra pendant encore combien de temps. On parle de bracelets, on voit des écrans qui s'enroulent, etc. Mais les modes de transmission, on voit bien que le Bluetooth est devenu roi dans le domaine. Ça, on n'est pas prêt de l'abandonner. Très bien. Donc, Antipods, disponible si tout va bien, en avril, c'est ça ? Voilà, environ avril, oui. Voilà. Le prix ? On va être à 149 €, disponible en noir ou en blanc. Donc, oui, ici, pour différencier, on le voit, là, j'ai ils les sont deux là. modèles qui sont ici. Ouais. On a réussi un gros coup au niveau du design, je pense. On a une autonomie très très bonne. Je crois qu'au niveau de la transmission du signal, j'ai hâte d'avoir les tests de la presse spécialisée. L'autonomie, parce que c'est vrai que c'est pour le point faible en général de ces appareils par rapport à des casques, on va dire audio, Bluetooth traditionnels. On est à combien d'heures là ? Alors on est fiers parce que déjà il y a 3 ans avec Antipods, on atteignait plus de 6 heures d'autonomie, entre 6 et 8 heures. Là on atteint encore 6 à 8 heures d'autonomie alors qu'on a le micro activé tout le temps et on a un DAC dessus. Donc 6 heures d'autonomie en une seule charge. Par contre avec le boîtier au total, on va atteindre près de 30 heures d'autonomie. Voilà, oui, puisqu'en fait, dans le boîtier, il y a une batterie qui va recharger les appareils. C'est ça aussi la spécificité de ce type d'outils. Merci beaucoup, David Grasso. Rappelons que vous êtes le fondateur de Divacor, donc l'une des pépites françaises que j'avais vraiment envie d'interviewer et de vous faire connaître, basée à Metz. Donc, merci beaucoup. Ce de quoi je m'allais terminer. Encore une fois, merci de nous suivre. Je vous souhaite évidemment un bon week-end et on sera là, bien sûr, évidemment, le week-end prochain, vous savez, pour votre rendez-vous Tech. Portez-vous bien et à très vite. Merci. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.